Hello! J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai deux nouveaux chatons et ma chienne a décidé qu'elle avait envie de les croquer. Donc j'ai dû les rattraper, les séparer, les retrouver et prendre ma chienne avec moi dans mon bureau pendant ce premier live Twitch de ce mois spécial santé mentale. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble la thématique du lien entre santé physique et santé mentale. J'espère que vous allez bien. Hello, je sais pas trop. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. D'ailleurs, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Pareil, mon setup lumière est pas le meilleur parce que j'ai oublié ma light principale à Paris. Donc là, j'ai pas les meilleures lumières que ce que j'aimerais, mais c'est pas grave. Ça va quand même le faire. De toute façon, on n'est pas là pour juste avoir le meilleur son et les meilleures lumières. On est là pour parler santé mentale ensemble. Et aujourd'hui, donc on commence ces live Twitch spéciaux mois de la santé mentale. Donc deux lives par semaine, le mardi et le... Normalement, vous devez entendre ma chienne en plus derrière, elle est en train de faire du bruit, c'est génial. Euh, donc deux lives par semaine, mardi et mercredi, de 20h30 à 22h. Je suis trop contente qu'on se retrouve. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas live sur Twitch parce que j'ai eu un emploi du temps de folie. Comment ça va, vous? Comment ça va? N'hésitez pas, comme d'habitude, vous savez que cet espace, c'est un espace pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble. Moi, j'apprécie de ouf discuter avec vous. Donc, j'espère que vous allez au mieux. Comment ça a été votre journée? Si ça lag, je suis vraiment désolée. J'ai peut-être des petits problèmes de Wi-Fi. C'est complètement possible. Je suis désolée si c'est le cas. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes, les lags, ou pas? Hmm. Ah là là, ça fait du bien de boire. Pas d'alcool, hein. Attention. C'est de la Red Bull. Parce que j'avoue, comme ça, on dirait un peu de la bière, genre. Mais c'est de la Red Bull. Ouais, du coup, comment ça va? Comment ça va, vous? Je sais pas si vous avez un lag niveau entre ce que je dis et le chat. Je sais jamais à quel point il peut y avoir un temps de latence. Regardez, non mais elle est en train d'inspecter toute la pièce. Ah mince, ça lag aussi? Euh, Ah bah c'est trop gentil, franchement ça me fait grave plaisir. Pourtant je suis bien connectée à ma Wi-Fi, c'est trop bizarre, enfin, j'ai pas de connexion différente de d'habitude. C'est super étrange. Euh, j'ai pas d'explication, malheureusement. Hello Margot, comment ça va? Ouais, j'ai pas d'explication. Je suis navrée si ça lag, du coup. Moi, ça lag pas, en tout cas sur mon image, sur mon retour vidéo. Dans tous les cas, je peux pas trop faire autrement parce que là, si je change de Wi-Fi d'un coup, ça va couper le live, je pense. Donc, on va devoir faire avec, je pense, malheureusement. Euh, du coup, je suis navrée si ça impacte votre expérience de ce live. Du coup, désolée, je suis un petit peu comme ça parce que mon chien a failli bouffer un de mes chatons, mais sinon ça va, promis. Méga fatiguée, mais très contente du live. Bah trop cool. En plus, ça fait 3 semaines que j'avais pas fait de live. Au final, moi, je suis trop contente de revenir. Et puis là, on va se voir 2 fois par semaine, donc on va se voir pas mal au final. Écoute, ça va. Moi, je suis super fatiguée aussi, j'avoue. Je me suis levée à 5h du matin ce matin et hier. J'étais à Paris. J'ai fait un aller-retour à Paris en 24 heures pour le boulot et pour un concert. Concert incroyable. Mais je suis extrêmement fatiguée. Mais on est là. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder le lien entre santé mentale et santé physique. Déjà, est-ce que selon vous, parce que oui, je vais vous faire participer, évidemment, c'est le but, est-ce que d'après vous, il y a un lien entre la santé physique et la santé mentale? Elle a voulu goûter wasabi, je crois, malheureusement. Donc, c'est pas encore pour de suite la cohabitation. Je pense que oui. Alors, du coup, d'après vous, quel lien vous faites entre santé mentale et santé physique? Déjà, moi, ce que je peux commencer par faire, c'est si mon chien pouvait arrêter de tout fouiller et de faire du bruit, ça m'arrangerait. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on va être dérangé.
par Floki, ici présente. Je vais essayer de lui mettre un petit jouet, voir si ça marche. Alors, déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous définir, on va dire, un petit peu ce qu'est la santé mentale versus la santé physique. Donc, je me suis bien préparée, j'ai pris des petites notes et tout, genre, pour bien vous expliquer. Du coup, la santé mentale, c'est basiquement euh, on va dire un état dans lequel une personne peut se réaliser, être en équilibre, s'épanouir et prendre soin en fait de lui, apaiser les tensions, on va dire, de sa vie et être plus ou moins en accord avec ses valeurs. C'est un état en fait, la santé mentale. On va dire que c'est un concept, c'est une sphère qui aborde la thématique, on va dire un peu globale du bien-être psychologique. Mais qui se définit par tout un tas de choses et tout un tas de facteurs. La santé physique, c'est la condition du corps, basiquement, en termes de forme, en termes d'absence de maladie, etc., et même d'équilibre physiologique, donc au niveau des fonctions métaboliques. Effectivement, quand on prend les deux un peu séparément, on se dit, le lien entre les deux est pas si évident que ça, alors que pourtant, le lien entre les deux, euh, déjà existe fondamentalement parce que en tant qu'être humain, on est un tout composé d'un corps et entre guillemets d'un esprit, d'une psyché. On a tendance à scinder les deux dans la parole, c'est-à-dire que c'est plus simple de parler du corps physique, de le nommer corps, et de parler de l'esprit psychique, de le nommer esprit, plutôt que de dire, voilà, j'ai mal à mon système, on va dire. Donc on va les différencier dans le langage, et ça a du sens de les différencier dans le langage, c'est un peu plus précis. Par contre, c'est hyper important de les considérer comme faisant partie d'un tout unifié quand on parle de nous, quand on parle d'un être humain, quand on parle... Moi, j'aime bien appeler ça notre système, en fait, en soi, même si ça fait un peu machinal, c'est pas tant le sens que je veux lui donner. Et évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant ce live. Moi, je serais ravie d'y répondre. Et en espérant que la petite trame que j'ai préparée réponde aussi déjà à certaines questions que vous pourriez vous poser. Alors, Zoé, toi tu dis, j'ai beaucoup de douleurs physiques causées par ma santé mentale. Bah effectivement, et ça on va l'aborder pendant ce live, l'aspect des troubles psychosomatiques, des maladies psychosomatiques. On va en parler. Et alors pour les personnes qui ont un pseudo pas hyper évident, est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce que je dois vous appeler si vous avez un surnom? Par exemple, mjo-1425. Je ne sais pas comment je peux te nommer plus simplement. Euh, Quand le côté psy peut pas s'exprimer ou n'est pas écouté, ça s'exprime entre autres par le corps. C'est très intéressant, effectivement. Euh, ce qui se passe dans notre tête finit toujours par trouver une voie de sortie. Et quand on ne choisit pas la voie de sortie, on subit la voie de sortie et souvent ça passe par le corps, d'où l'aspect psychosomatique. Marie-Jo, ok, trop cool, ça sera plus simple pour moi. De mon côté, c'est niveau fatigue que ça se caractérise. Effectivement, la fatigue et la fatigue chronique sont toutes les deux intrinsèquement liées à ce lien entre santé physique et santé mentale. Du coup, on va parler aujourd'hui du lien entre santé physique et santé mentale sous deux angles. L'impact de l'état mental sur le corps, donc l'impact de la santé mentale sur la santé physique, et ensuite, dans l'autre sens, l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Avec différents exemples et différentes petites questions que je pourrais vous poser et que vous pourrez aussi me poser si vous en avez. Alors, déjà, moi, la question que j'aimerais vous poser pour introduire un petit peu ce live, c'est: est-ce que vous avez déjà remarqué des moments où votre corps réagissait à un état émotionnel? Si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Laxou dit, à cause de ma santé mentale, je ne prends pas suffisamment soin de ma santé physique. Effectivement, d'où le fait que les deux soient intrinsèquement liés, ça c'est clair.
Bah écoute, tant mieux, c'est super intéressant, Margot. Ça me fait plaisir que cette thématique vous intéresse. Et je suis trop contente, moi, en tout cas, de vous retrouver pour parler de ça. Moi, c'est une thématique qui me parle aussi beaucoup. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, je peux vous dire que le lien entre santé physique et santé mentale, je pourrais vous en parler des heures. Et aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 22 heures. C'est déjà pas trop mal. Oui, totalement, des plaques de rougeur sur tout mon visage et ma nuque. Ah, ok. Et donc, d'après toi, ce serait lié à quoi comme état émotionnel? Hmm. Ou des maux de ventre, tout à fait. Alors, hop. Oui, des maux de ventre, la boule au ventre, la gorge serrée, etc. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, au final, c'est par exemple des manifestations du stress ou de l'anxiété, au final. Donc on peut effectivement avoir des mécanismes psychologiques, des mécanismes psychiques qui ont des symptômes, enfin une symptomatologie aussi physique. Euh, Ça, déjà, c'est, on va dire, un premier axe d'approche qui est, on va dire, vraiment le plus évident. Et coucou, comment ça va? Crise d'angoisse, est-ce que ça compte? Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a un lien extrêmement entremêlé entre psycho et physique. Je suis navrée, mon chien va couiner pendant toute la durée de ce live. J'avais pas prévu d'adopter des chatons maintenant et je me rends compte que ce mois de live d'octobre va être extrêmement sympathique avec ma chienne enfermée avec moi dans mon bureau parce que bien sûr elle veut aller goûter, croquer les petits chatons. Et donc elle va passer probablement son live à couiner à la porte. Je suis vraiment désolée. J'espère que je trouverai une solution d'ici le reste des semaines. J'espère que vous l'entendez pas trop, d'ailleurs. Je vais peut-être la prendre sur mes genoux. Attendez. Je vais la prendre un petit peu avec moi. Du coup, quand on me dit quelque chose ou que je repense à quelque chose qui me rend anxieuse ou triste, oui, effectivement. Quand je faisais du renfort avec ma kiné de dos, c'était assez intensif et quand c'était la période la plus compliquée pour moi, j'avais énormément de mal à faire les exercices. Et j'avais beaucoup plus de douleur. Fais l'inverse, enferme-toi avec les miaou, et non parce qu'elle couinerait de l'autre côté de la porte encore plus, parce qu'elle serait pas avec moi, ce qui est un facteur aggravant pour elle. Malheureusement, j'ai pas de meilleure solution pour l'instant, mais ça va le faire, ça va le faire. Du coup, on va prendre l'exemple du stress, justement, maintenant que vous avez commencé un petit peu à aborder ça. Le stress, l'anxiété, on va dire, en soi. Le stress, pour moi, le stress et l'anxiété, c'est deux, on va dire, sphères qui illustrent parfaitement ce lien entre santé physique et santé mentale. Pourquoi? Ben, parce que je pense que vous le savez tous ici, euh, le stress et l'anxiété enfin, sont des phénomènes psychologiques et physiques en soi. On va avoir des symptômes psychologiques, psychiques et physiques également. Alors, là, vous allez me poser peut-être une question. Comment c'est possible, en fait? Comment est-ce que les deux sont interconnectés dans le cadre du stress et de l'anxiété? Ça, c'est plus difficile à dire, en soi. C'est plus difficile à dire. Euh, Quand on prend l'exemple du stress, en soi, la définition du stress, c'est manifestation, on va dire, physique, désagréable, liée à un déclencheur identifié. Je vais éternuer. Pardon. Pardon. Donc, manifestation physique et physiologique désagréable lié à un déclencheur identifiable en soi. Merci. Mes principales douleurs somatiques sont constantes sur plusieurs mois. Ça touche également la vue et l'ouïe. Et oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Euh, alors, Marie-Jo dit, ma psy m'encourage à faire un travail avec une ostéo, par exemple, car elle pense qu'à cause des troubles, un système nerveux est programmé pour être en état d'extrême vigilance non-stop. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut avoir du sens, en soi. Euh, un état de SPT, donc de stress post-traumatique, peut engendrer des symptômes d'hypervigilance et donc de surcharge du système nerveux et donc du corps également. Donc ça peut avoir un intérêt de faire de l'ostéo. Ce ne sera pas une solution de fond, mais ça peut peut-être permettre d'apaiser, pourquoi pas, certains symptômes physiques, comme le fait de se crisper, les tensions, etc. etc. Mm. Du coup, le stress,
il va y avoir, par exemple, des symptômes physiques assez connus, on va dire. J'en sais rien, le cœur qui bat plus vite, une sensation peut-être de chaleur corporelle, une augmentation de la fréquence respiratoire, etc., etc. Et des réactions physiologiques que très concrètement explicables. Quand on subit du stress, on va avoir une augmentation de l'hormone qui s'appelle le cortisol et de l'adrénaline, d'accord? Donc on voit tout un ensemble de réactions physiques et physiologiques. On peut avoir également, liées au stress, des manifestations psychologiques comme de l'anticipation, comme une forme de mal-être, ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être aussi des pensées intrusives, ça peut être aussi tout un tas de choses. Donc le stress et l'anxiété sont pour moi, on va dire... Attendez, je suis vraiment désolée. Euh, Je suis vraiment désolée, je sens que ça va être hyper contraignant. Euh, Est-ce que vous l'entendez couiner ou pas? Je suis vraiment navrée, je ne saurais pas trop comment faire autrement pour m'organiser. Mais vu qu'elle couine super fort, je veux pas que vous pensiez que je maltraite mon chien, alors que c'est juste qu'elle veut sortir de la pièce pour aller croquer des chats. Bon, si vous l'entendez pas, tant mieux, c'est que mon micro a une bonne réduction de bruit. On va se baser là-dessus. Euh, du coup, au niveau du stress et de l'anxiété, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ressentent justement les effets physiques enfin là que j'ai mentionné précédemment? Oui, on va éviter qu'elle les grignote. Ouais, c'est clair. C'est clair. Carrément, oui. Et est-ce que vous avez aussi certains des effets psychiques, psychologiques que j'ai évoqués? Donc les pensées intrusives, préoccupations, hypervigilance, etc., etc. Ouais, également. Ok. Donc, oui, pensée intrusive, genre TOC, etc. Oui, exact. Ça peut clairement faire partie des symptômes psychiques. Donc, dans ce genre de contexte, par exemple avec le stress, une approche idéale pour accompagner ça, ce serait du coup une approche psychosomatique, psychophysiologique, psychophysique au final. Euh, donc, pour à la fois un traitement de fond et à la fois un traitement de forme, dans le sens où le traitement de fond, donc plutôt là de la thérapie, des TCC, etc., vont permettre d'aller chercher à comprendre pourquoi est-ce que ce stress se déclenche autant à des niveaux, on va dire, presque pathogènes, et chercher peut-être à travailler sur les déclencheurs, à travailler sur l'exposition, on va dire, aux déclencheurs de stress, travailler sur les pensées intrusives, travailler sur les pensées automatiques, travailler sur les croyances, travailler sur l'estime de soi, etc. Tandis qu'une approche un peu plus somatique pourrait permettre, par exemple, de mieux gérer les symptômes physiques du stress. Par exemple, faire de la cohérence cardiaque pourrait permettre de mieux gérer, par exemple, quand mon BPM va s'accélérer, quand je vais commencer à respirer avec des respirations plus courtes et plus rapides. La cohérence cardiaque, c'est un exercice physique qui va permettre d'entraîner, on va dire, le muscle du cœur et qui va vraiment permettre un meilleur contrôle, une meilleure gestion du rythme cardiaque et dans des pics, on va dire, symptomatiques et même, on va dire, un peu au quotidien. D'où l'intérêt de combiner, on va dire, dans ce genre de contexte, une approche plutôt psychologique de fond et une approche somatique plutôt à vocation de travailler certains symptômes dans des moments de crise, par exemple, des moments de crise d'angoisse. D'ailleurs, vous, c'est quoi un peu vos méthodes pour gérer le stress? Est-ce que c'est des méthodes du coup plutôt psychologiques, plutôt somatiques? C'est quoi un petit peu vos petits tips de gestion du stress? Qu'on se partage un peu des petits conseils. Je vous écoute, enfin je vous écoute, je vous lis. J'ai pas de méthode, je suis preneuse justement. Alors,
Mais elle fait vraiment n'importe quoi, hein. Pour les douleurs somatiques, ce qui m'a le plus aidé, c'est la thérapie somato-émotionnelle. Ok. Ok, hyperstimulation, mais pas forcément un bon conseil. Qu'est-ce que tu entends par hyperstimulation, Marie-Jo? J'ai toujours sur moi mes peluches. Ah, trop chouette. Ça, c'est vraiment. Ça permet une forme d'ancrage et de contenance, l'aspect des peluches, parce que bah, on peut les toucher. Généralement, c'est une texture qu'on apprécie, qui nous rassure. Il y a un aspect contenant dans l'utilisation des peluches. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de petits outils. Donc, soit en fait les steam toys, les peluches, les petits objets, etc., qui vont avoir à la fois une sorte de rôle un peu émotionnel de réassurance et à la fois quelque chose de l'ordre de l'ancrage où ben, on va les toucher, un peu les triturer, les câliner ou autre. Je trouve que les peluches, c'est vachement intéressant. Et l'hyperstimulation, alors effectivement, faire plusieurs choses en même temps, en fait, on va appeler ça de la distraction cognitive en soi. Distraction cognitive ou distraction même sensorielle, en fait, au final. Le fait de se distraire, de s'éloigner de l'objet de stress en trouvant une distraction, qu'elle soit cognitive ou sensorielle. Euh, genre là, depuis ce matin, c'est vraiment compliqué et en cours, c'était une horreur. Bah, par exemple, Margot, tu peux essayer de l'ancrage sensoriel, c'est-à-dire que tu peux essayer de t'emmitoufler dans un plaid, dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de lumière, avec soit du silence ou alors une musique de fond très douce, pourquoi pas, si jamais tu as un steam toy ou des peluches, en te sentant bien à l'endroit où tu es, euh, en faisant de la cohérence cardiaque, des choses comme ça, tu peux faire de l'ancrage, par exemple, pour réduire le stress et pour abaisser ton état. Ça, c'est une technique, on va dire, somatique que je trouve assez efficace. Euh, Rubik's Cube, ça me permet de penser à autre chose et de mettre le trop plein d'énergie que j'ai dans les mains dans ce que je fais. Ouais, exactement. C'est une forme de distraction aussi. Donc là, c'est une distraction à la fois cognitive et à la fois sensorielle, parce qu'il y a ce truc où on se met quand même en mouvement et on a quand même des sensations corporelles. Euh, c'est une super idée, le Rubik's Cube. Et en plus, il y a cet aspect un peu stimulant avec les couleurs et le fait de devoir résoudre, on va dire, un peu un puzzle. Donc ça, ouais, carrément, c'est trop intéressant. Une balade ou un câlin avec mon chien, ça marche aussi. La mise en mouvement du corps, carrément. Ça, c'est un tips qui fonctionne bien. Et il y a aussi ce truc où on attend que ça passe. Euh, on attend que ça passe. Et effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça passe toujours en soi. On ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse, ça n'existe pas. On ne peut pas mourir d'un pic de stress, ça n'existe pas. Si on accueille ce qui vient et qu'on essaie de trouver des stratégies de gestion, qu'elles soient émotionnelles, sensorielles, somatiques, cognitives, ça finit toujours par passer en soi. Mais j'avoue que les animaux, c'est magique, sauf quand ils essayent de bouffer vos chatons. Euh, et effectivement, la mise en mouvement du corps, moi je trouve que ça a aussi un vrai intérêt, effectivement. Euh, du coup, pas mal, hein, ça fait pas mal de petits tips là, en tout cas. Également, pour tout ce qui est anxiété et stress, la forme de thérapie reconnue comme étant la plus efficace par, on va dire, les études, etc., reste les TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Je ne sais pas si certaines personnes ici ont déjà fait une TCC, mais ça peut être vachement intéressant dans un cadre justement d'anxiété, de troubles anxieux, etc., etc. Euh, alors, maintenant, on va parler, si vous voulez bien, bien sûr, de l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Donc là, on prend la chose sous cet angle. Donc, l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Donc, déjà d'après vous, comment est-ce que la santé du corps peut impacter la santé mentale? Je vous fais un peu travailler quand même. Mais j'ai testé l'ICV. Ah oui, l'ICV, bah, j'ai une amie, une collègue qui pratique l'ICV et ça a l'air vraiment pas mal. C'est euh, intégration du cycle de la vie, hein, c'est ça, l'ICV, si je dis pas de bêtises. Ne me demandez pas plus de détails que le titre de l'acronyme, enfin que la signification de l'acronyme, je n'en sais pas plus. Du coup,
Comment est-ce que, d'après vous, la santé physique impacte la santé mentale? Je suis en EMDR, mais j'ai étudié les TCC en cours, mais ça me tente pas du tout. Le côté très organisé me stresse encore plus. Oui, je comprends. C'est vrai que moi aussi, c'est ce qui m'a toujours un peu rebuté par rapport au TCC. C'est ce côté un peu carré, un peu cadré. Mais c'est comme pour tout. Un outil, c'est un outil. L'outil est toujours utilisé par un praticien. Et donc, le praticien peut s'approprier l'outil à sa façon et l'utiliser d'une façon qui te conviendra mieux. J'avais aussi cet a priori-là avant, beaucoup moins maintenant, parce que je me rends compte que l'outil dépend du praticien qui l'utilise, en fait, au final. Et que parfois, justement, les préjugés qu'on va avoir sur un outil peuvent complètement être balayés à partir du moment où on rencontre un praticien qui pratique cet outil d'une façon qui nous convient, en fait, au final. À cause de la santé physique, tu peux te sentir puni, bloqué, il y a plein de sentiments négatifs qui peuvent impacter la santé mentale. Avoir mal non-stop à un endroit, même si c'est pas une grosse douleur, ça joue sur la patience, le moral, etc. Bien sûr. Euh, Moi, on va prendre l'exemple des maladies chroniques. Par exemple, la fibromyalgie, j'en sais rien, la polyarthrite, les choses comme ça. Les douleurs chroniques, de manière générale. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir mal souvent, voire constamment, c'est extrêmement énergivore. Donc, la gestion de la douleur à elle seule prend beaucoup d'énergie. Nécessairement, si j'ai moins d'énergie, parce que j'ai mal, alors que je vais devoir continuer à vivre ma vie normalement, ça va impacter mes capacités. Ça va impacter mon seuil de tolérance, ça va impacter ma patience, ça va impacter, euh, pourquoi pas, justement, mon estime de moi, la vision de mes capacités, etc. etc. Euh, Avoir mal tout le temps, ça génère nécessairement, ça peut, enfin, ça peut, c'est rare que ça ne le fasse pas, mais ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer des symptômes dépressifs, ça peut générer une forme d'épuisement émotionnel, parce que, parce que c'est un peu comme si on traînait des boulets à nos chevilles, quoi, au final. Et euh, nécessairement, surtout quand c'est pas des problématiques physiques ponctuelles en soi, c'est-à-dire par exemple si je me fais une entorse, ça peut impacter ma santé mentale et d'ailleurs ça le fait assez régulièrement, hein, chez les gens. Mais c'est plus ponctuel, c'est généralement moins intense et ça a peut-être moins de conséquences euh, néfastes sur le long terme sur la santé mentale. Par contre, des problèmes de santé physique chroniques qui durent dans le temps, ça génère nécessairement une forme d'épuisement à un moment donné, quoi. Encore plus si ben, ça implique de prendre des médicaments qui peuvent eux aussi altérer ben, justement l'état mental, l'humeur, nos fonctions physiologiques et donc parfois même nos fonctions psychologiques en soi. Si par exemple je prends des forts antidouleurs parce que j'ai des grosses douleurs chroniques, ben, en fait ça va probablement entre guillemets m'anesthésier, m'assommer en fait un peu. Et donc bah, si je suis assommée, je me sens moins ancrée, moins présent, peut-être avec des moindres capacités. Et en fait ça peut participer à un mal-être psychologique quoi. Donc il peut y avoir plusieurs en fait, problématiques psychologiques qui découlent de maladies physiques. On peut développer par exemple une dépression qui serait liée à une incapacité physique, par exemple les personnes qui subissent des graves accidents en fait, qui vont développer une dépression par exemple. Euh, on peut développer de l'anxiété aussi, liée à l'incertitude de l'évolution d'une maladie, de l'évolution de symptômes, développer de l'hypervigilance bah, vis-à-vis de comment vont évoluer mes symptômes physiques. Et surtout, enfin surtout, on peut aussi développer une sorte de sentiment, enfin d'appréhension et de peur liée à une perte de contrôle. Parce qu'effectivement, ben, nos problématiques physiques, la douleur, leur évolution, l'apparition, la disparition de symptômes, l'intensification de symptômes, on n'a pas le contrôle dessus. Et ce sentiment de perte de contrôle, ben, ça peut générer également de l'appréhension, euh, de la peur, de l'anxiété, etc.
J'ai remarqué que je gère beaucoup mieux mes douleurs chroniques à la mâchoire que mes douleurs somatiques. Ok, pourquoi du coup? Est-ce que tu arrives à expliquer comment est-ce que ça se fait que tu les gères mieux? Ça m'intéresse et peut-être que ça intéresse aussi les autres. Euh, et est-ce qu'il y a des personnes ici justement qui ont des douleurs chroniques ou des problématiques physiques un peu chroniques? Et si oui, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je disais à propos euh, de l'impact psychologique justement des soucis de santé physique? Moi, je pourrais prendre un petit peu un autre exemple d'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et je vais prendre mon exemple en tant qu'ancienne sportive de haut niveau. Et ça, c'est très. Je trouve que c'est assez flagrant dans le sport de haut niveau. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport de haut niveau, ça met à rude épreuve le corps. Nécessairement, on a un niveau en fait d'utilisation, on va dire, du corps qui est pas hyper intuitif et qui est pas hyper sain en soi. Euh, Peut-être que ce que je vais dire, ça va faire débat, mais je considère que le sport de haut niveau, c'est pas bon pour la santé, autant physique que santé mentale, malheureusement. Donc on met à rude épreuve les corps. Et également, on met à rude épreuve le mental, parce que quand on est sportif de haut niveau, c'est un peu ce qui définit notre identité pendant la carrière sportive. Donc on va se définir comme étant un sportif ou une sportive de haut niveau. Et le grand sujet entre santé physique et santé mentale dans le sport de haut niveau, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se blesse. C'est terrible. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, justement, dans mon histoire personnelle. Et c'est ce qui a mis fin à ma carrière de sportif de haut niveau, d'ailleurs. C'est une blessure. Et je me souviens vraiment vivement d'à quel point ça m'a impacté psychologiquement, cette blessure. Puisque j'avais construit toute mon identité en tant que sportif de haut niveau, je ne faisais que ça. C'est-à-dire, je dormais sport, je mangeais sport, je passais mon temps entre sportifs. Le week-end, c'était en compétition, je m'entraînais 5 jours par semaine. J'étais entourée de sportifs et de sportives. Ma vie se résumait au sport. D'un seul coup, de manière complètement inattendue, une blessure. Cette blessure arrête ma carrière. Inévitablement, impossible, irrattrapable, pas soignable, incurable, irrécupérable, bref, écroulement. Écroulement, parce que quand ça arrive d'un seul coup, alors déjà c'est pas attendu, c'est complètement subi. Bon, généralement on choisit pas une blessure, Euh, mais c'est un écroulement identitaire, parce que puisqu'on ne s'identifie qu'en tant que sportif, puisque là on peut plus faire de sport, qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Enfin bref, moi je me souviens que ça a été extrêmement terrible à l'époque. Alors j'ai pas vraiment eu, enfin, j'avais 17 ans à ce moment-là quand je me suis blessée et que ma carrière s'est terminée. Je me souviens avoir vraiment vécu une phase dépressive très très intense quoi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à ce moment-là, j'ai choisi du coup d'aller voir une psychologue du sport et qui m'a énormément aidé à traverser cette épreuve. Et d'ailleurs, c'est pour ça ensuite que j'ai voulu devenir psy. Pour la petite histoire, voilà, petit instant émotion. Donc au final, ça a été un mal pour un énorme bien, cette blessure. Si je m'étais pas blessée, qui saurait où je serais là maintenant. Euh, mais donc au final, c'est une belle retombée sur mes pattes. Mais tout ça pour vraiment illustrer ce lien entre santé physique et santé mentale. Je trouve que le sport de haut niveau, c'est une sphère hyper pertinente pour parler de ce lien de manière évidente. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Justement, dans le rapport au sport, c'est vachement intéressant. Euh, du coup, désolée, j'ai fait un petit monologue, je prends du retard sur vos commentaires, mais du coup, Zoé qui disait les douleurs à la mâchoire, je sais à cause de quoi elles se déclenchent. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais plus et surtout, je prends des médocs pour la mâchoire à dose prescrite par les médecins, bien sûr. Oui, effectivement, donc c'est explicable, tu mets des choses en place, ça fonctionne. Donc oui, c'est peut-être plus facile à gérer. Marie-Jo dit, il y a aussi toute la honte que ça peut produire quand tu parles à d'autres personnes de douleurs somatiques, par, car pour beaucoup de personnes, pour elles, c'est rien, tu dois juste continuer d'avancer. Oui, effectivement, il y a un peu des croyances un peu minimisantes ou invalidantes sur les douleurs physiques, les douleurs chroniques. Ça, c'est sûr, surtout en France, malheureusement. Pour les douleurs somatiques, je prends rarement des médocs et si j'en prends, c'est des médocs de base qui sont légers et la plupart du temps qui marchent pas. Oui, effectivement, je comprends pourquoi c'est un peu plus dur à gérer du coup. Bah écoute Margot, merci d'être passée au début du live, c'était cool.
Bah, je te dis à demain, du coup, pour le deuxième live de ce mois-ci. Et du coup, Zoé qui me pose la question, t'avais tous tes rêves qui se brisaient peut-être aussi avec ta blessure? Bien sûr, carrément. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi cet aspect où on crée des attentes, on a des objectifs, on a des projets. Et quand ça s'effondre, nécessairement, ça impacte la santé mentale. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de sportifs et de sportives. Et c'est pour ça que c'est hyper important euh, dans ce, dans ce cadre-là de préparer des plans d'avenir autres que le sport, quoi. Ça me paraît même complètement, complètement, complètement nécessaire. Alors du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé vous, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu un problème physique qui ensuite a impacté, on va dire, sa santé mentale? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que vous connaissez, ce phénomène-là? C'est-à-dire, ok, moi-même j'ai vécu ce fait d'avoir un problème physique qui ensuite a impacté ma santé mentale, ou alors j'ai connu quelqu'un pour qui c'était le cas. Est-ce que vous avez des petits témoignages à me partager à ce niveau-là? Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, est-ce que ça lag toujours ou ça va? Oh là là, j'ai super mal au dos d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, du coup, ça me fait penser à un exemple tout bête qui est que quand je me réveille le matin, par exemple, et que j'ai mal au dos, etc., bah, en fait, ça va me faire commencer ma journée en étant genre grave grognon. Et donc, du coup, je me dis, c'est tout bête, mais c'est typiquement le genre de lien entre la santé physique et la santé mentale. C'est-à-dire que si je me réveille le matin et que je suis mal physiquement, bah en fait, je vais démarrer ma journée de mauvaise humeur. Et si je m'enfonce là-dedans, il y a des chances que je passe une journée où je me sens vraiment pas bien. Et pourtant, c'est un déclencheur assez futile, on va pas se mentir. Et en fait, c'est aussi ce genre de petites situations qui, accumulées les unes avec les autres, peuvent avoir des conséquences plus délétères pour la santé mentale, quoi. Ça n'a pas brisé mes rêves car d'autres choses les ont brisés, mais il y a beaucoup de sports que je peux plus faire à cause de ma mâchoire. Et ouais, ouais, je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait. Effectivement, ben, souvent, avoir des problématiques physiques, ça peut nous donner une sensation d'être limité, d'être amoindri, d'avoir moins de capacité de pouvoir faire moins de choses. Euh, dans un sens très pragmatique, c'est la réalité, effectivement. Si je suis en fauteuil ou si j'ai des béquilles, il y a clairement des choses physiquement que je ne peux plus faire. Euh, et il faut, c'est important de ne pas minimiser ça et d'en avoir conscience. Euh, et, et dans ces moments-là, c'est extrêmement humain, du coup, de focus son attention sur ce qu'on n'arrive plus à faire, alors qu'un angle d'approche intéressant pourrait être progressivement d'essayer de tourner un petit peu le visu et l'attention vers ce qu'on peut toujours faire, quoi. Et ce qu'on peut aussi adapter en soi. Et je pense notamment aux activités sportives adaptées, euh, au sport adapté, etc. Heureusement qu'il y a pas mal de choses qu'on peut adapter aujourd'hui, justement, aux problématiques physiques qui nous permettent en fait de continuer à, à maintenir un équilibre et un épanouissement dans un maximum de sphères et d'environnements dans notre vie. Euh, Il y a aussi un petit peu la question, au final, je trouve, dans ce lien entre santé physique et santé mentale, vous me direz ce que vous en pensez, mais de ce qu'on va appeler un petit peu les habitudes de vie, quoi, au final. Donc ça va être, j'en sais rien, le sommeil, le stress, l'alimentation, l'activité physique, les consommations, on va dire, type tabac, alcool, etc. Le sommeil, je sais pas si je l'ai dit. Bref, tout ce qu'on va considérer comme faisant partie de ce gros ensemble d'habitudes de vie en soi. Euh, et je trouve que c'est aussi un pont très intéressant entre la santé physique et la santé mentale, la notion d'habitude de vie. Si on prend le sommeil, par exemple, le sommeil peut impacter notre santé physique et notre santé mentale. Euh, L'exercice physique, notre corps en mouvement ou au contraire notre corps en absence de mouvement, bah, ça peut impacter notre santé physique et notre santé mentale. L'alimentation, ça peut impacter notre santé physique et notre santé mentale. Euh, la gestion du stress, ça peut impacter notre santé physique et notre santé mentale. Nos relations sociales, ça peut impacter notre santé physique et notre santé mentale, etc., etc., etc.
Donc, c'est ce qu'on va appeler, dans un jargon, entre guillemets, euh, des facteurs de risque, parfois, quant à notre santé physique et mentale. Toutes ces choses-là, au final, c'est hyper important de les considérer régulièrement, c'est-à-dire de faire le point régulièrement, au final. Est-ce que en ce moment mon sommeil c'est ok? Est-ce que en ce moment mon alimentation c'est ok? Est-ce que en ce moment euh, mon niveau d'activité physique et de mouvement du corps c'est ok? Non pas qu'il faille que tout soit parfait, heureusement, parce qu'ici vous savez, si vous commencez à me connaître, que on n'est pas dans une optique d'être des êtres humains surfonctionnels et suradaptés. Mais ça reste des facteurs qui impactent. Est-ce que vous avez ce ressenti-là? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà vécu des moments où votre sommeil a impacté votre santé physique ou votre santé mentale, ou votre niveau d'activité physique, votre alimentation, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu ce lien-là que je fais? Ah, Marie-Jo nous dit que ça fait beaucoup de facteurs de risque pour moi. En tout cas, c'est des facteurs qui sont quand même importants à prendre en compte, je pense, en soi. À cause de ma santé mentale, donc ça c'est Laxou qui nous dit ça, j'avais hyper mal à mon bras, c'est-à-dire que je ne pouvais plus le bouger. Euh, il m'a dit de prendre mon après-midi. Quand il m'a dit ça, j'avais l'impression de les décevoir. Ça c'est intéressant parce que effectivement, il y a aussi un mécanisme assez présent chez l'être humain, on va pas se mentir, qui va être celui d'interpréter, on va dire, des choses sur la base de nos croyances, sur la base de nos insécurités, sur la base de nos peurs. C'est-à-dire que la personne va nous dire A, et on va se dire A, mais peut-être qu'elle nous dit A parce qu'elle pense B, peut-être qu'elle nous dit A parce qu'elle n'ose pas nous dire que c'est C, etc., etc. Et on va construire, en fait, des croyances, des appréhensions, des peurs, des conclusions, sur la base d'interprétations. Alors qu'on pourrait simplement s'en tenir à ce que nous dit la personne. Si la personne nous dit c'est ok, tu peux prendre ton après-midi, il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que je partirais pas juste du principe qu'on peut la croire? Bah parce que si c'était aussi simple, on aurait beaucoup de problèmes en moins. Mais effectivement, malheureusement, on peut aussi euh, voir notre santé mentale être impactée par effectivement ces phénomènes d'interprétation, malheureusement. Les cauchemars impactent beaucoup mon énergie pendant plusieurs mois. Ouais, ouais, je comprends, effectivement. Je pense que la qualité du sommeil a un impact évident sur le niveau d'énergie et donc sur la santé mentale. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ça vous arrive régulièrement de remettre en question un petit peu vos habitudes de vie? Est-ce que vous essayez d'avoir des routines ou de mettre en place un peu des choses pour en prendre soin? Est-ce que moi, c'est quelque chose que je fais en soi, déjà? J'y réfléchis. Pour le sommeil, oui, clairement. Je pense que j'ai vraiment fait un énorme travail sur mon sommeil ces dernières années, par exemple, pour ma part, parce que je suis une ancienne insomniaque. Et j'ai mis longtemps avant de me rendre compte d'à quel point mon sommeil impactait énormément, énormément ma santé physique et ma santé mentale. Et maintenant que j'ai appris à véritablement mieux me reposer, ah bah bizarrement, ça allait mieux là-dedans. Étrangement, à tout hasard, en toute coïncidence. Et ça a été ouais, vraiment un game changer pour ma part. J'ai déjà une routine. Ok, trop cool. Et du coup, est-ce qu'elle te convient, ta routine? Qu'est-ce que j'ai mis en place d'autre? Oui, là, récemment d'ailleurs, j'ai vachement remis en question ma consommation d'alcool. Alors, non pas que je boive, que je considère pas boire trop, parce que déjà, je bois pas ou très rarement en semaine et uniquement dans des occasions sociales. Je bois pas non plus forcément tous les week-ends, etc. Mais je voyais qu'en fait, parfois, il suffisait de pas grand-chose pour que le lendemain, voilà, je me sente un peu barbouillée, que j'ai un peu mal à la tête, etc. Et au final, je me suis dit, bon, effectivement, euh, quelle est ton intention, on va dire, dans ta consommation d'alcool? Et j'en suis venue
à la conclusion que je buvais de l'alcool juste parce que j'aimais le goût de cet alcool. C'est-à-dire, pour, en l'occurrence, de la bière. Moi, je suis vraiment team bière, je ne bois que de la bière. Et je me suis dit, bon, bah d'accord. Donc, tu bois pas de l'alcool parce que tu as besoin de la molécule d'alcool pour, j'en sais rien, te désinhiber, te détendre, te sentir mieux socialement, ce qui a peut-être été le cas il y a quelques années. Non, maintenant, tu bois de l'alcool juste parce qu'en fait, tu aimes le goût de ce truc, c'est-à-dire tu aimes la bière. Ok, trop bien. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de boire de la bière sans alcool? Comme ça conserve le goût que tu aimes, et en même temps, ben, tu ne subis plus les effets néfastes de l'alcool. Et ça, c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue ces derniers mois. Je vois les effets positifs vraiment sur mon sommeil, sur ben, mes migraines, sur mon niveau d'énergie, sur la qualité de mon sommeil, etc. Enfin, ouais, c'est... et pourtant, encore une fois, j'étais loin d'avoir une consommation questionnable en soi. Mais même ça, ça a changé, ça a grave changé quelque chose dans ma santé physique et donc dans ma santé mentale. Parce que bah, en étant moins fatiguée, en ayant moins souvent, j'en sais rien, mal au ventre, mal à la tête, bah, nécessairement je me sens mieux de manière globale. Euh, alors moi j'ai inclus, donc Marie-Jo nous dit, plusieurs mois d'essence de méditation avant de dormir. Essaie de couper les écrans avant de dormir, mais extrêmement difficile. Ouais, les écrans avant de dormir, j'avoue, c'est difficile. Franchement, je comprends de ouf. Mais c'est déjà pas mal, franchement, de tester ça. Et Zoé qui nous dit, comme je sais que j'ai beaucoup de facteurs de risque, je fais très attention à tout ce qui est addiction. J'ai eu peur pendant longtemps de prendre des anxios, car oui, ouais, je comprends. Et effectivement, et de toute façon, les anxios, c'est assez connu pour les effets d'accoutumance et de dépendance. Donc, c'est important d'avoir une forme de vigilance au niveau de leur consommation, comme pour tout, comme pour la clope, l'alcool et autres, même plein de choses, les jeux vidéo, etc. Parce qu'il n'y a pas que des addictions à des substances, il y a aussi des addictions comportementales, hein. On ne l'oublie pas. Et, euh, et du coup, effectivement, en ce sens, ben, le fait d'essayer de trouver des petites routines qui fonctionnent au regard de nos moyens, de notre niveau d'énergie, et qui soient surtout flexibles, ça peut être super intéressant pour essayer de trouver un équilibre entre nos différentes habitudes de vie, pouvoir leur permettre de fonctionner ensemble de manière plutôt saine, et plutôt en cohérence en soi. Tout en sachant que les routines, évidemment, doivent être flexibles, car on ne se sent pas pareil jour après jour, et si on s'impose des modèles très figés, c'est le meilleur moyen de se mettre en échec, malheureusement. Euh, donc c'est hyper important, et ça je le répète, que les routines ou que les choses qu'on essaie de mettre en place soient flexibles et soient adaptatifs en fonction de notre état de l'instant T, de l'instant présent. Et ça, je ne le répéterai jamais assez parce qu'on n'est pas des robots et on ne peut pas prévoir comment on va se sentir sur le mois prochain, sur la semaine prochaine, sur l'année qui va suivre. Quoi. D'ailleurs, si quelqu'un y arrive à projeter l'avenir, venez, on passe un DM et vous me donnez les chiffres du loto, hein, parce que ça m'intéresse. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes ici d'ailleurs qui ont des troubles du sommeil ou pas? Parce qu'effectivement, la fatigue, donc liée principalement hein, aux difficultés de sommeil, ça, qu'est-ce que c'est un facteur aggravant à la santé mentale? Oh là là, je pourrais vous en parler pareil des heures, des conséquences de la fatigue sur la santé mentale. La fatigue, du coup, qui est un, un état à la fois physique et psychologique. Fondamentalement physique, quand même. Et, euh, et ensuite, euh, je trouvais aussi intéressant, pendant que vous répondez à mes petites questions, comme ça au moins j'enchaîne un petit peu, bah, de parler justement de ce qui pour moi représente le plus le lien entre la santé physique et la santé mentale, c'est les maladies psychosomatiques. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est déjà un trouble psychosomatique, une maladie psychosomatique? Parce que comme d'habitude, je vous fais un petit peu bosser quand même. Absolument, les insomnies. Ouais, les insomnies, vraiment, ça c'est quelque chose. Ça a été ma réalité pendant des années.
Et là, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour survivre à toutes ces années d'insomnie? Je sais pas. Oui, donc Marie-Jo nous dit oui, impossible de m'endormir sans médoc et plein de micro-réveils au réveil dans la nuit. Ça fait des années que je ne me suis pas réveillée en me sentant reposée. Ça, c'est voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui, pour moi, voilà, me met une petite alerte en mode, bah ça, par exemple, c'est un axe de travail pertinent euh, parce que se réveiller en ne se sentant pas reposé, c'est pas normal. Logiquement, si on dort correctement, on est censé se sentir plus reposé le matin que la veille avant de s'être couché. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Que ce soit au niveau de la qualité du sommeil, que ce soit au niveau de la santé physique, de la santé physique globale, de la santé mentale globale. Bref, il y a quelque chose à enquêter avec certitude de ce côté-là. Du coup, vous ne savez pas ce que c'est une maladie psychosomatique alors? Bah du coup, on va découvrir un petit peu ça ensemble. Du coup, basiquement, pour pas non plus parler en termes trop pompeux, c'est la manifestation physique d'un problème émotionnel, d'un problème psychologique en soi. Euh, Exemple typique, les personnes qui vont faire de l'eczéma quand ils stressent. Voilà. Ça, typiquement, c'est un trouble psychosomatique. C'est d'ailleurs un des troubles psychosomatiques le plus fréquent. Les plaques, on va dire, les plaques sur la peau liées au stress. Est-ce que ça peut concerner certaines personnes ici? Certaines d'entre vous? Moi, par exemple, j'en ai pas mal fait à une époque. euh, de plaques, on va dire, irritantes et irritées liées au stress. Marie-Jo nous dit que oui. Euh, donc on peut avoir, par exemple, des personnes qui vont euh, développer des problèmes digestifs liés au stress, des problèmes de peau. Et alors effectivement, le propre d'une maladie somatique, c'est que les examens médicaux ne révèlent rien de physique. D'accord. C'est-à-dire que si, j'en sais rien, j'ai des gros problèmes digestifs liés au stress, les examens digestifs que je vais faire ne vont rien donner. Rien donner. Ou alors des résultats extrêmement peu significatifs ou significativement peu probants en soi. C'est le propre d'une maladie psychosomatique, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de entre guillemets, je veux dire de preuves entre guillemets. Enfin, les examens cliniques physiques ne révèlent rien généralement en soi. Par exemple, les prises de sang vont rien révéler d'anormal, etc., etc. Alors qu'on pourrait avoir des symptômes qui pourraient laisser penser que. Il y a des noms différents de maladies psychosomatiques. Oh, euh, ça va, enfin ça peut dépendre. En soi, ça peut être des noms de maladies physiques classiques, des troubles digestifs, des migraines, de l'eczéma, etc. Enfin, c'est des choses qui peuvent être des troubles psychosomatiques en soi. Euh, euh, Par exemple, moi, par exemple, une sorte de, je fais de la dermatillomanie, donc je m'arrache la peau des doigts en fait comme ça avec du picking en soi. On pourrait dire que c'est psychosomatique, par exemple. Parce que c'est un symptôme physique, une manifestation physique, pardon, d'une problématique probablement émotionnelle, même si je le fais depuis que j'ai littéralement 3-4 ans, donc ça fait 25 ans que je fais ça. À ce stade, je sais plus si c'est vraiment de l'ordre du psychologique ou si c'est juste devenu un tic, en fait. Un tic et un réflexe de mon corps, parce que mon corps a toujours fait ça, quoi. Et je ne sais pas comment est-ce que j'existe aujourd'hui sans faire ça, malheureusement. Euh, Le seul truc que je sais, c'est que j'ai un nouveau symptôme psychosomatique à peu près tous les 6 mois depuis 6-7 ans et ça part et ça revient. Et effectivement, les symptômes psychosomatiques peuvent être un peu cycliques, c'est-à-dire rester plusieurs mois, ensuite partir comme c'est arrivé, euh, migrer sur un autre symptôme, etc., etc. Du coup, les médecins nous envoient chez le psy en mode vous êtes fous, ça m'agace les médecins comme ça. On est d'accord, effectivement. Les médecins qui vont vous dire non mais c'est juste dans votre tête. Alors déjà, c'est pas juste dans votre tête. Effectivement, ça vient de la tête, mais ça a quand même une importance euh, euh,
aussi grande que celle d'un suivi de symptômes physiques concrets, identifiables, détectables par examen clinique physique, quoi. Et oui, c'est dans la tête, d'accord, ok. Ça veut pas dire que c'est insignifiant, ça veut pas dire que c'est invalide, ça veut pas dire que c'est illégitime. Ça veut simplement dire que l'approche de soins ne sera peut-être pas médicale, mais sera psychologique. Effectivement, moi, ce que j'apprécie pas parfois dans la posture des médecins, c'est que c'est ce truc de mais c'est juste dans votre tête. C'est un peu comme si, du coup, la seule solution, c'était d'attendre que ça passe. Bah non, si c'est dans votre tête, donc si c'est psychosomatique, ça veut dire qu'il faut trouver un accompagnement psychologique adapté qui pourrait permettre de en fait, traiter ce problème pour que les symptômes disparaissent. Parce qu'évidemment, on peut guérir d'un trouble psychosomatique et on peut observer une disparition totale des symptômes, évidemment. Et oui, bien sûr, j'imagine que ça fait du bien de l'entendre, mais malheureusement, la plupart des médecins ont une approche hyper, un peu cloisonnée en fait, quant aux problématiques psychosomatiques. Euh, N'hésitez pas à, dans la mesure du possible, bien vous entourer médicalement. Si vous avez un médecin qui est dans une forme de minimisation ou de dénigrement des symptômes psychosomatiques, changez de médecin. Dans la mesure du possible et si vous en avez la possibilité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir eu un symptôme physique qu'aucun médecin n'a pu expliquer, justement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Ouais, du coup, il y a deux possibilités. Soit il y a une réponse physique ou physiologique à trouver qui n'a pas toujours été trouvée, enfin, qui n'a toujours pas été trouvée. Dans ce cas-là, on pourrait parler d'un état un peu d'errance médicale. Ou soit il y a peut-être la possibilité que ce soit psychosomatique. C'est parfois difficile parfois, on peut ne pas réussir à conclure sur la source du problème. Parce que c'est pas parce que 10 médecins n'ont pas trouvé de réponse que on peut conclure qu'il n'y a pas de réponse somatique et que c'est forcément psychosomatique. Parfois, l'errance médicale fait que une personne peut mettre 10 ans avant de trouver un diagnostic physique sur la base de symptômes physiques, tout en ayant été renvoyée vers des psys parce qu'on lui aura toujours dit qu'en fait, vu qu'elle n'a pas de réponse, ce sera forcément psychosomatique. Parfois, c'est aussi physique, même si on met 10 ans à trouver les réponses. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué dans l'accompagnement des maladies somatiques et psychosomatiques, c'est que parfois, en fait, les médecins, les thérapeutes se renvoient la balle. euh, et on va mettre du coup extrêmement longtemps à trouver des réponses. Et malheureusement, en France, on n'est pas les meilleurs diagnosticiens dans le secteur médical. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont en errance médicale et qui vont en Inde se faire diagnostiquer, parce que l'Inde, apparemment, dans le système médical, enfin, apparemment, en Inde, ce sont de très bons diagnosticiens du côté médical, de par un petit peu leur culture et leur approche de la médecine beaucoup plus centrée sur le fait d'aider le patient, véritablement, et pas de creuser la dette de la sécurité sociale. Oups. Euh, mais j'avais vu pas mal de témoignages justement de personnes qui disaient partir en fait pour se faire diagnostiquer ailleurs, en fait, que ce soit euh, même en Turquie, je crois, en Inde, etc. Ou même au Canada, etc., où il existe de meilleurs diagnosticiens et des personnes qui sont plus centrées sur le fait de trouver des véritables réponses pour les patients. Donc on peut se faire un petit voyage groupé en Inde, si vous voulez, pour les personnes qui ont des symptômes inexpliqués, mais je vous assure que même moi, j'en suis parfois venue à aller enquêter ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis aussi, enfin moi, en errance médicale sur des symptômes depuis assez longtemps, depuis 2018, je crois. Donc ça commence à faire. Et de nombreuses fois, je me suis dit, mais est-ce que j'irais pas ailleurs, en fait, pour essayer de trouver des réponses plus rapides, plus concrètes? Parce que j'en ai marre qu'en France, on se renvoie la balle entre différents spécialistes et que je préfère être sûre que ce soit pas somatique avant d'explorer la piste psychosomatique. Ce qui, pour moi, en tout cas, fait sens. Malheureusement,
quand ça fait des années qu'on n'a pas de réponse somatique, ça a du sens d'aller aussi explorer le côté psychosomatique. Mais s'il ne se passe rien du côté psychosomatique, on en revient à la case départ de ah, bah j'ai pas de réponse. Et je peux comprendre que ce soit du coup extrêmement dur pour le moral, etc. Et coucou copain, comment ça va? Tu nous rejoins après avoir game un peu. Et coucou Kyo, comment ça va? Je sais pas d'ailleurs si vous étiez là depuis le début ou si juste vous me dites bonsoir maintenant avec un peu de retard, mais j'espère que ça va. Euh, du coup, est-ce que vous comprenez un peu mieux ce que j'entends du coup par troubles psychosomatiques, par symptômes psychosomatiques? Ah, tu viens d'arriver? Ok. Ok, bah écoute, tu nous prends en cours de route sur cette thématique du lien entre santé physique et santé mentale. Je débarque au milieu, sorry. Aucun souci, aucun souci. Tout le monde a une vie, évidemment. Euh, Vous avez raté le début du live où je disais que Floki, mon chien, a failli bouffer un de mes chatons. Et que c'est pour ça que j'ai commencé le live avec quelques minutes de retard. Mais tout va bien, tout le monde est en vie, heureusement. Grave, hyper clair les explications. Bah trop chouette, ça me fait super plaisir. Est-ce que vous avez des petites questions, du coup, concernant un peu ce qu'on a abordé aujourd'hui, le lien entre la santé physique et la santé mentale? Euh, c'est vrai que là, finalement, on a parlé de pas mal de choses. Et vos questions, et vos interventions, franchement, moi, elles m'intéressent de ouf à chaque fois. Je vous le dis toujours, et je me répète, mais c'est hyper enrichissant pour moi de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir recueillir un peu vos témoignages, de pouvoir peut-être vous aiguiller. Euh, Si j'ai bien compris, tu parles de somatique et de psychosomatique. Hello, bonsoir aux personnes qui nous rejoignent peut-être. Alors oui, aujourd'hui, la thématique du live, copain, c'est le lien entre santé physique et santé mentale en soi. Donc j'ai abordé justement les thématiques de comment est-ce que la santé mentale peut impacter la santé physique, comment est-ce que la santé physique peut impacter la santé mentale. Et je prenais l'exemple là à la fin des maladies psychosomatiques. Petite question, mais pas en lien avec le live, est-ce que tu penses faire un live sur ton livre? J'aimerais bien, figure-toi que j'y ai pensé, en vrai. Et je m'étais dit que je pourrais peut-être faire un live à un moment donné, Shadow Work, où on pourrait compléter des exercices du livre ensemble. Je pense que ça pourrait être grave cool, en vrai. Peut-être pas ce mois-ci, vu que là, le planning est déjà bien chargé. Je sais pas si j'aurai le temps de rajouter un live en plus. Mais en vrai, c'est une super bonne idée. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ah bon? Ah bon, t'es sûr? Euh, Est-ce que j'ai d'autres petits exemples de liens entre santé physique et santé mentale que je peux vous donner? Je vous ai parlé du coup déjà de mon expérience effectivement avec le sport de haut niveau, de ma dermatillomanie. Est-ce que j'ai d'autres petits exemples parlants qu'on pourrait peut-être élargir ensemble? Je réfléchis, je réfléchis. Après, typiquement le rapport à l'image du corps, au final, ce qui me paraît quand même être une sphère, assez parlante du lien entre santé physique et santé mentale. C'est que le rapport au corps, c'est quelque chose qui implique, selon moi, la santé physique et la santé mentale, et le rapport à l'image du corps, euh, notamment si on confronte ça, j'en sais rien, aux diktats un peu d'apparence, aux injonctions liées à l'apparence du corps, à l'image du corps, à la santé du corps, etc. Euh, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que euh, ben, on subit pas mal de diktats sur le corps au sein de notre société. Là, pour le coup, les hommes, les femmes, tout ce qui se passe au milieu, euh, on subit toutes et tous des injonctions, que ce soit pour les femmes plutôt à être minces, à être j'en sais rien, tonique, pas grasse, etc., pas grosse, et que ce soit aussi du côté plutôt des hommes à être, j'en sais rien, d'avoir un corps musclé, athlétique, pareil, pas gras, etc. Et ces injonctions-là,
voilà, à manger bien, à manger sain, etc. Et les hommes musclés et sans poils. Et les femmes aussi sans poils, hein. Les femmes aussi sans poils. Les poils sont quand même, j'ai l'impression, un peu plus acceptés chez les hommes, sans trop vouloir dire de bêtises non plus. Mais on subit en fait constamment des injonctions sociétales sur l'apparence de notre corps et sur la santé de notre corps de manière générale. Donc par exemple de se dire bah, les personnes grosses sont nécessairement en mauvaise santé, nécessairement, que ce soit une mauvaise santé physique ou mauvaise santé mentale. Et en fait toutes ces injonctions-là, elles ont un impact énorme, je trouve, sur, et parfois la santé physique et parfois la santé mentale. Par exemple les personnes qui vont ben, qui vont compenser en ayant une activité physique excessive, en ayant un contrôle excessif sur la nourriture, etc., etc. Ça peut impacter la santé physique, parce qu'on va avoir des personnes en hyperactivité physique qui vont se blesser, qui vont mettre un peu en danger leur corps, dans de la restriction alimentaire aussi. Et ça va nécessairement impacter également la santé mentale parce que ça va générer des croyances négatives sur soi, ça peut abaisser l'estime de soi et la confiance en soi, ça peut générer une forme d'anxiété, une hypervigilance sur l'évolution et l'apparence du corps, etc., etc. Donc je trouve que ce rapport à l'image du corps, c'est aussi assez parlant dans ce lien très, bah, très intriqué entre santé physique et santé mentale. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est un lien que je fais aussi de ce côté-là. Aurais-tu, Laxou demande, un conseil à me donner car j'ai honte de devoir avoir une peluche toujours sur moi. Alors pourquoi est-ce que tu as honte d'avoir une peluche sur toi? Moi j'ai une hypothèse, c'est parce qu'on pourrait se dire que la peluche c'est associé au fait d'être aux enfants, et donc que ce serait enfantin peut-être d'avoir une peluche sur soi. C'est l'hypothèse que je ferais. Et ça c'est pareil. Qui a dit un jour que les peluches c'était réservé aux enfants uniquement? Qui a dit ça? Qui à un moment donné a mis cet argument d'autorité de les peluches c'est que pour les enfants? C'est typiquement le genre d'argument d'autorité qu'on va intégrer comme étant quelque chose de vrai et qui va impacter notre fonctionnement, nos croyances, la considération qu'on va avoir de nous-mêmes et donc la vision qu'on va avoir de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on va apprécier le fait d'avoir une peluche en étant adulte, on va trouver que c'est pas normal. Il n'y a rien d'anormal à apprécier les peluches en étant adulte, même en avoir une sur soi, si ça nous permet de nous rassurer et si ça joue le rôle un peu d'une sorte de support émotionnel dans des moments de crise. Et tout ça, c'est lié justement à ces fameux arguments d'autorité. De voilà, il faut être mince, les peluches c'est pour les enfants, il faut faire du sport, il faut manger équilibré, il faut. Euh, les arguments d'autorité, c'est un danger pour la santé mentale, même pour la santé physique, en vrai. C'est un danger tout court, les arguments d'autorité. Les arguments d'autorité, ils sont souvent émis par des figures d'autorité ou des institutions. C'est-à-dire, ça va être émis par les médias, ça va être émis par des professionnels, ça va être émis par des personnes hiérarchiquement au-dessus de vous, des classes sociales supérieures, les politiques, etc., etc., les médecins. C'est pas parce qu'une personne représente une forme d'autorité par rapport à vous qu'elle a toujours raison et qu'il faut croire sur parole ce qu'elle va dire. N'hésitez pas à remettre en question ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à aller confronter ce qu'on vous dit à d'autres sources, n'hésitez pas à aller chercher de vous-même d'autres sources, à vous forger votre propre opinion sur les choses. Alors je dis pas qu'il faut croire personne, je dis pas qu'il faut développer une attitude dubitative constamment, mais ça me paraît fondamentalement important de ne pas croire sur parole un argument d'autorité et d'aller se renseigner, d'aller sourcer, et nos proches aussi bien sûr, et d'aller construire soi-même ses propres sources d'informations. Souvent quand je suis pas bien, je dis d'une personne proche quitte à le prendre dans mon sac. Bah carrément, ça se comprend, et c'est complètement ok, il n'y a rien de mal à ça. Et car avant d'être un super professeur, etc., c'est un humain, effectivement, et les humains sont faillibles, les êtres humains n'ont pas la science infuse, les êtres humains ne sont pas une intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait déjà des cyborgs parmi nous. Mais c'est pas forcément facile de se renseigner, mais ça vaut toujours le coup de le faire. Carrément, c'est pas facile de trouver des sources fiables. Tout le monde n'a pas toujours les moyens de se renseigner correctement sur certaines choses. Ça, c'est clair et net.
Mais je pense effectivement ça vaut le coup de le faire dans la mesure du possible et de nos moyens. Ou peut-être au moins de demander d'autres avis. C'est-à-dire que si on va voir un médecin qui va nous dire, bah ok, vous avez ça peut avoir une pertinence d'en voir un deuxième, de demander une seconde opinion. Euh, Pourquoi pas de confronter un petit peu les avis pour ne pas forcément donner sa confiance en un seul argument d'autorité. Alors, quand je parle d'argument d'autorité, je parle d'une affirmation juste balancée comme ça sans source. Si effectivement le médecin va vous dire, bah écoutez, voilà, je pense que vous avez ça parce que, bah en fait, telles études ont montré que ça, et ces recherches-là ont montré que ci, que ça. Là, on n'est pas sur un argument d'autorité. Là, on est sur un argument sourcé. C'est pas la même chose. Un argument d'autorité, c'est quelqu'un qui va vous dire, ça, c'est ça. Point. Sans source, sans argument, sans trop de justification, sans, on va dire, nuance, etc. Donc évidemment, quelqu'un qui va déjà vous montrer qu'il a fait ce travail de recherche, de sourçage, etc. Sourçage, sourcing, c'est déjà beaucoup moins un argument d'autorité. Et c'est la plupart du temps ce que j'essaie de faire. D'ailleurs, si à certains moments vous avez l'impression que je dépose un peu des arguments d'autorité, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie voilà, de me remettre en question de ce côté-là. Parce que c'est pas parce que je suis psychologue que j'ai la science infuse et que je sais tout. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à dire parfois quand je ne sais pas. Et c'est hyper important de savoir dire quand on ne sait pas. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu toute ma réflexion et mon fil rouge sur le lien entre santé mentale et santé physique. J'ai à peu près abordé tout ce que j'avais envie d'aborder, moi, ce soir. Est-ce que vous avez encore des petites questions avant qu'on termine tranquillement sur ce lien entre santé physique et santé mentale? Si vous avez des questions, je vous écoute. Moi, c'est good. Bah, trop bien. Trop bien. En tout cas, ça me fait trop plaisir y a autant de gens qui aient participé. Ça fait grave plaisir. Cette phrase, je serais ravie de me remettre en question. Première fois que j'entends sans ironie, sarcasme. Ah, c'est la base pour moi. Se remettre en question, c'est important. Trop le faire, ça peut être préjudiciable. Mais j'essaie de le faire quand il faut, en tout cas. Impec aussi pour Marie-Jo, trop chouette. En tout cas, je suis trop contente d'avoir démarré cette série de live sur le mois de la santé mentale. J'espère franchement vous voir sur d'autres lives durant tout ce mois-ci. Donc, je vous rappelle, les lives thématiques mois de la santé mentale, c'est tous les mardis et mercredis en octobre, de 20h30 à 22h à peu près. Mais là, comme aujourd'hui, vu que j'ai abordé un peu tout ce que je voulais aborder, on va finir un peu plus tôt. Donc aujourd'hui, c'était le lien entre santé physique et santé mentale. Et je mettrai tous les lives en replay sur YouTube et ils seront dispo aussi en replay sur Twitch pendant 30 jours, je crois, à chaque fois. Et la thématique du live de demain porte sur les violences psychologiques. Et ça, c'est une thématique qui me tient énormément à cœur. J'ai trop hâte qu'on puisse échanger à ce sujet ensemble. Rendez-vous peut-être demain pour le deuxième live de la série des lives spécial mois de la santé mentale sur les violences psychologiques, donc demain et tous les mardis et mercredis. C'était trop chouette en tout cas. N'hésitez pas à m'écrire en DM aussi si vous avez des questions qui vous viennent dans l'après-coup sur Instagram du coup. Je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis j'espère à très bientôt sur un des prochains lives de cette série. Salut!